Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce 5e épisode de notre podcast Retour d'XP. Je m'appelle Arthur et je serai l'hôte et animateur de ce 5e épisode. Et avant de commencer, laissez-moi vous rappeler en quelques mots le fonctionnement de notre podcast. À chaque épisode, l'invité du jour tire au hasard un thème parmi les 2 ou 3 sujets qu'il a lui-même proposés en amont de l'émission. Le but étant ensuite d'avoir un échange sur le thème en question en l'abordant sous toutes ses facettes. Et pour ce 5e épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Anna. Bonjour Anna, comment ça va ? Bonjour, ça va très bien, merci. Moi aussi, je suis ravi de t'accueillir pour ce 5e épisode. C'est très cool. Et sans plus tarder, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter en quelques mots ? Oui, donc je suis Anna, j'ai 25 ans actuellement et je suis en études de communication. J'ai commencé cette année et j'ai mon diplôme à la fin de l'année normalement. Et je souhaite partir après à l'étranger, m'expatrier et voir un peu le monde, comment ça se passe. En quelques mots. Voilà. Ok. Du coup, pour l'expatriation, c'est genre faire plutôt des visites, découvrir ou vraiment t'installer Non, vraiment trouver un pays, avoir un travail et m'expatrier sur du long terme dans un pays. Quand j'ai du long terme, c'est 3-4 ans minimum. Ok. Pour tester d'autres choses. Ouais, effectivement. Moi, j'ai eu l'occasion, alors c'était que pendant une période de quelques mois, mais pour un volontariat, Ouais. j'ai pu partir pour plusieurs mois dans un autre pays. C'est vrai que c'est une expérience vachement intéressante, vachement enrichissante. Ouais. Et en vrai, moi perso, ça a un peu changé le cours de ma vie. Donc, Ouais, je pareil. suis vraiment content d'avoir vécu ce genre de choses, quoi. Ouais. J'ai fait pareil, j'ai aussi fait un voyage assez long. Et ça m'a vraiment donné le goût de vivre à l'étranger. D'où le fait de reprendre tes études, etc. Mais du coup, d'avoir un vrai projet, quand même, ça, d'avoir un vrai travail qui nous plaît, de préparer ça en amont, ça prend un petit peu de temps. Du coup, j'ai vraiment pris le temps de le faire ces dernières années. Donc, c'est un peu un gros projet qui arrive enfin, qui se concrétise, quoi. Ok, ça marche. Et on va pouvoir poursuivre en passant directement au tirage au sort du sujet. Très bien. Voilà, donc tu as la petite pochette avec les sujets que tu as sélectionnés. Je te laisse faire le tirage au sort. Ah. Eh bien, nous allons parler de littérature aujourd'hui. Très bien, littérature. Et c'est parti. Du coup, comme d'habitude, le temps que je retrouve ma petite trame littérature, est-ce que tu peux expliquer en quelques mots un peu pourquoi tu as choisi ce sujet ? C'est, je pense, mon hobby préféré. J'ai toujours aimé lire ou la forme de la lecture quand j'étais plus jeune. Et j'ai eu un passage où je lisais plus beaucoup à cause des cours et un peu forcée à lire à la fac, etc. C'était un peu moins fun. Et j'ai vraiment redécouvert la lecture après la fac. Et enfin, c'est vraiment c'est super. Enfin, tu peux vraiment te transporter, apprendre des choses. Aussi avoir une connexion avec d'autres personnes qui lisent également. Donc c'est vraiment une grosse partie de ma vie en soi. Ok. Bon, alors, je savais pas trop comment aborder la littérature, parce que c'est vrai que la littérature, des fois, il y a des thématiques, je sais pas trop sous quel angle ou quel sujet aborder, donc j'ai essayé de trouver certaines choses. On va voir ensemble. Oui, puis, c'est assez large comme sujet. Voilà, faudra pas hésiter à creuser ou aborder d'autres sujets si jamais j'en ai oublié certains. Mais l'idée, c'est que ce soit le plus complet, puis que tu nous parles globalement de ton rapport à toi par rapport à cette thématique-là. Pour poursuivre un peu avec la question d'intro, c'est quoi justement ton historique entre guillemets par rapport à la littérature ? Un peu comment ça a commencé cette... Comment ça a commencé ? Très simplement, mes parents lisaient énormément, ils nous ont beaucoup mis à la lecture, moi et ma sœur. Et c'était quand même assez important pour eux qu'on lise, pour plein de raisons. C'est important pour la concentration, pour avoir plus de vocabulaire, etc. Du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à lire. Arrivée au collège, j'avais plus de mal à lire des romans parce que forcément, ça prend du temps, etc. Ça me décourageait un peu de voir les gros pavés. Et du coup, j'ai découvert les bandes dessinées et les mangas à ce moment-là. Et je pense que c'est vraiment là où je me suis dit, en fait, j'aime... Enfin, au-delà du livre, c'est les histoires que j'apprécie. Et vraiment tout ce qui était côté imaginaire, vraiment pouvoir s'échapper dans un autre monde, c'est vraiment ça qui m'a le plus plu. Et après, en grandissant, j'ai regardé beaucoup de films, beaucoup de séries, mais je me suis quand même rendu compte que le format d'histoire qui me plaît le plus, ça reste quand même vraiment l'aspect roman ou l'aspect livre en soi. Je continue encore à lire un peu de bande dessinée et de manga, c'est plus en marche que les romans, mais c'est vraiment le médium que je préfère le plus.
voilà, c'est à peu près ça mon historique. Ok. C'est vrai que moi, c'est un peu similaire, mais parce que pareil, je lisais beaucoup quand j'étais plus petit et tout, jusqu'à mon adolescence. Je me souviens, je lisais des romans et comment dire, les gens étaient aussi choqués de la vitesse à laquelle je lisais, parce qu'ils estimaient que c'était pas possible pour moi de lire aussi vite et sans comprendre l'histoire et tout, parce que je lisais des romans de 300 pages en quelques jours ou ce genre de choses. Donc voilà. Puis après, c'est vrai que malheureusement, au fil du temps, j'ai plus glissé vers le numérique, les jeux vidéo, l'ordinateur, les réseaux sociaux, le portable, etc. Et du coup, j'ai moins pris la peine de lire. J'ai continué un peu avec les mangas, beaucoup, je continue. Mais c'est vrai que par exemple, tout ce qui est roman, j'ai complètement perdu, on va dire. Donc, mais j'ai envie de reprendre. Faudrait juste que je trouve un peu la bonne méthode pour me remettre dedans, quoi. Ouais, faut accepter que ça prend un peu de temps, quoi. Faut vraiment se caler des temps, etc. Accepter de faire que ça. Enfin, faut pas être trop fatigué, faut pas avoir trop de choses en tête. Enfin, là, je me rends bien compte, j'ai des examens qui arrivent, j'ai beaucoup moins d'espace mental pour vraiment me plonger dans des romans assez longs. Mais après, que ce soit des jeux vidéo, des mangas, ça reste quand même une forme d'histoire. Donc, je pense que c'est quand même c'est pas la lecture, mais il y a quand même un apport qui est quand même là, même si on lit pas, quoi. Oui, c'est vrai, pas faux. Euh, pour se poursuivre, quelle place prend-elle dans ton quotidien? Genre, est-ce que c'est un truc que tu fais tous les jours ou toutes les semaines ou... Alors, comme je l'ai dit, du coup, là, je suis en période d'examen, c'est assez intense, donc je lis pas tous les jours, mais non, généralement, je lis vraiment tous les jours. Je pense que ça peut varier de une demi-heure à 3 heures, littéralement. Enfin, une fois, je peux vraiment passer beaucoup, beaucoup de temps à lire. Tout dépend aussi du livre que je lis. Il y a des livres où tu ne peux pas les lâcher. Je pense qu'on a tous un peu vécu ça une fois dans notre vie. Mais non, ça prend quand même une grosse place, sachant qu'il y a un peu quand même ce petit truc dans ma tête où genre... je sais qu'il faut toujours que j'ai un livre qui suit celui que je suis en train de lire. J'aime pas finir un livre et ne pas en avoir un directement après, prêt, etc. Donc j'ai plusieurs stratagèmes pour que ça n'arrive pas. Et je pense que ça va faire peut-être 3-4 ans où j'ai toujours eu un livre en cours, quoi. Ok. Et genre, est-ce que tu as une estimation, allez, on va dire sur ta vie entière, une estimation en termes d'échelle du nombre de livres que tu as pu lire? Alors, je sais que l'année dernière, en 2024, j'ai lu entre 30 et 40 livres pendant l'année. Alors, pendant le Covid, du coup, j'en ai lu plus parce que Covid. Voilà. Mais sur toute ma vie, non, je pourrais pas te dire. Mais beaucoup, 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 beaucoup. Ok. Ouais, moi, je crois que je dirais, c'est peut-être l'année dernière, ça doit se compter sur les doigts d'une main le nombre de livres que j'ai lus. Et je crois que justement, comme j'ai perdu l'habitude de lire, il y a des fois des livres, avant, comme je disais, je mettais quelques jours ou maximum quelques semaines à les lire. Maintenant, je mets plusieurs mois, voire une année entière à lire un livre de 200 pages. Parce que c'est vrai que par défaut, quand j'ai besoin de m'occuper, j'aurais plus tendance à m'occuper avec autre chose qu'avec des livres. Du coup, c'est faut presque, je vais pas dire me forcer, mais retrouver une discipline de se dire, ok, je prends une demi-heure de lecture chaque jour, un truc du genre. C'est vraiment une habitude. Enfin, c'est quelqu'un qui lit pas, qui se met à lire, il lira forcément plus lentement qu'une personne qui lit beaucoup. Donc c'est pas illogique. Enfin, moi, je me rends compte quand je lis en anglais, comme j'ai fait une fac de langue, je peux lire en anglais, ça me dérange pas. Mais je suis quand même beaucoup plus lente parce que ça reste pas ma langue natale, etc. J'ai vécu à l'étranger et du coup là je lisais que des livres en anglais parce que c'était moins cher, c'était plus accessible. Et bizarrement je lisais aussi beaucoup plus vite, donc je pense que c'est vraiment une habitude, que ce soit à n'importe quel niveau. Oui, lire une demi-heure par jour pendant une semaine, tu verras qu'à la fin tu liras beaucoup plus vite. Donc je pense que globalement, de par cette habitude de lecture, je lis assez vite et du coup forcément je lis pas mal de livres. Aussi tu peux lire 10 livres de 50 pages et ça compte comme un livre. La qualité ne fait pas forcément la quantité, tu vois, il y a tout ça aussi. Ok. Tu vois, pour un peu illustrer mon exemple, parce qu'en plus je le porte toujours dans mon sac, en ce moment c'est ce livre-là que je lis. Ah ok, je connais pas. Voilà, donc oui, parce qu'évidemment c'est en audio, donc oui. les gens ne voient pas. Du coup c'est un livre sur l'univers de World of Warcraft, donc le jeu vidéo de Blizzard. Ça, je connais pour le coup. Du coup ils ont, en parallèle du jeu vidéo, sorti pas mal de romans différents. Et donc là, c'est une trilogie, c'était un coffret dans lequel il y avait 3 livres qui ont été offerts, je crois que c'est par mon beau-père à Noël, je dirais 2023, donc il y a un peu plus d'1 an.
Et j'ai lu le premier, ça c'est le deuxième. Ok. Et j'en suis au premier tiers, mais ça doit faire au moins plusieurs mois que j'ai commencé à le lire et je l'ai toujours pas fini, alors que pourtant je le traîne en permanence dans mon sac, que je pourrais le sortir, tu vois, il est petit, Ouais. je pourrais le sortir à n'importe quel moment, le lire, mais j'ai pas le réflexe. Bah, c'est un peu le truc aussi, quand je me suis mise à la lecture après la fac, donc c'était en 2020. Le Covid a aidé parce qu'on avait tellement peu de choses à faire que voilà. Mais je me suis vraiment rendu compte que si tu passes la barre du premier tiers assez rapidement, tu liras plus facilement le reste. Parce que du coup, tu es vraiment dedans. Et c'est aussi pour ça que, enfin, je pense que la plupart des parties des lecteurs, du moins, on lit vraiment régulièrement juste pour que l'histoire ne se perde pas. Enfin, c'est à moi quelque chose. Des gens qui lisent plusieurs livres en même temps ou qui étalent leur lecture sur plusieurs mois. Enfin, moi, j'ai pas assez de mémoire. Je sais vraiment pas comment les gens font. Donc, ouais, je trouve ça, même moi, ça, à l'inverse, je trouve ça vraiment cool que tu arrives à lire un livre sur plusieurs mois. Moi, j'aurais abandonné, je pense, tu vois. Ouais, j'arrive à peu près à me souvenir de l'histoire et tout. Après, il y a aussi le fait que en ce moment, là où j'habite, j'ai pas forcément beaucoup de place pour entreposer des choses et du coup, je peux pas me permettre d'avoir des dizaines de livres chez moi. Du coup, j'en ai quelques-uns, je dois avoir je sais pas, peut-être une petite dizaine et tout. Du coup, finalement, c'est aussi pas plus mal que je les lise pas trop vite, comme Ouais. ça, au moins, j'en profite et tout, sans avoir à en racheter et tout, mais voilà. Ouais, moi, j'ai trouvé une technique imparable. C'est la bibliothèque de Nantes. Ce n'est pas du tout une breaking news ou autre. Mais il y a vraiment, enfin, ils ont tout un système de réservation et on a du coup, je crois, 5 ou 6 bibliothèques, dont la bibliothèque mère et les bibliothèques annexes. Et du coup, tu peux les réserver dans la bibliothèque qui est la plus proche de chez toi. Et c'est vrai que ça fait que, enfin, moi, j'ai pas eu à acheter de livres pendant 1 an, je pense, parce que du coup, je les utilise que par bibliothèque. Et pareil, j'ai un problème de place. Et puis, faut pas mentir, les livres c'est cher. Mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'autres façons d'avoir accès à des livres à vraiment moindre coût. Et enfin, moi, clairement, si j'avais pas la bibliothèque près de chez moi ou autre, j'aurais pas pu lire autant, quoi. Donc, faut aussi quand même noter que mon environnement fait que c'est très facile pour moi d'avoir accès à des livres pour pas cher. Ouais. Ouais, c'est vrai que moi, j'ai toujours eu l'habitude principalement de lire des livres que j'avais moi-même acheté ou qu'on m'avait offert. C'est vrai que j'ai pas, peut-être un peu quand j'étais plus petit, mais j'ai pas eu beaucoup l'habitude d'utiliser le système de bibliothèque ou de médiathèque pour lire les ouvrages, mais c'est vrai que ça peut être effectivement pratique pour les gens qui n'ont pas de place chez eux ou pas forcément de budget pour s'acheter quantité de livres. Donc, Ouais. mais en vrai, c'est pas con de fonctionner comme ça. Puis bah, au moins, si jamais t'aimes pas, tu t'as pas mis 20 € dans un livre, donc c'est toujours pratique. Exactement. Pour poursuivre un peu là-dessus, c'est quoi ta façon sa façon de consommer la littérature en termes de j'arrive plus à trouver le mot. En termes de format, est-ce que toi, tu es plus livre papier Est-ce que tu lis sur Internet? Est-ce que tu as... aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui utilisent des liseuses, donc une espèce de petite tablette sur laquelle on peut stocker plein de livres. C'est quoi, toi, un peu sur le truc sur lequel tu te sens plus à l'aise, on va dire? Alors, j'ai testé pas mal de choses. Je reste vraiment livre papier, ce qui est parfois un peu chiant parce que quand même la liseuse, t'as un petit rectangle numérique et tu peux avoir je ne sais combien de livres dessus. Mais vraiment, j'y arrive pas. Pour moi, vraiment, l'activité de lire, c'est vraiment d'avoir un livre papier, de tourner les pages et pas être sur un écran. Donc j'ai vraiment testé la liseuse, ça m'a pas plu du tout. Je lisais plus dessus, ce qui était un peu dommage. J'ai un peu essayé de lire parfois plus ce qui va être roman graphique ou manga en ligne, mais pareil, c'est pas, enfin pour moi c'est vraiment pas le bon format. Je pense que je suis peut-être un peu traditionnelle là-dessus, mais je suis un peu le genre de personne, j'irais pas boire de l'eau dans un mug parce qu'un mug c'est fait pour boire une boisson chaude. Et bah pour moi un livre c'est un livre papier que tu ouvres et que tu peux manipuler et c'est un objet, etc. Donc je peux pas lire autrement, je pense. Ok. Ouais, c'est vrai que moi, pendant très longtemps, effectivement, c'était aussi uniquement livre papier. Depuis quelques temps, tu vois, les mangas, je les lis en ligne sur Internet. Parce que déjà, il y a une offre aujourd'hui, une offre légale qui permet de visionner gratuitement les chapitres qui sortent toutes les semaines.
Ça, c'est super. Faut Et quand même puis le dire. effectivement, les mangas, bah, ça, si tu veux avoir une collection de mangas, sachant que moi j'en suis un certain nombre en parallèle, bah, du coup, si ne serait-ce que tu suis 3 ou 4 mangas, si tu achètes tous les tomes, ça te fait plusieurs dizaines de tomes chez moi. Et puis, ouais, j'ai pas forcément, comme je disais, le budget ni la place pour lire. Donc, c'est vrai qu'effectivement. Ah bah, et puis en plus, pour tout ce qui va être manga, il y a quand même. Enfin, je pense que le genre s'y prête un peu mieux que la littérature. Je veux dire, en prose, etc. Où ils ont vraiment réussi à faire un truc. Enfin, j'en ai un petit peu lu quand même. Une façon de lire qui est quand même assez agréable sur tablette, je trouve. Enfin, moi, quand j'ai commencé à lire ça sur Internet, j'étais au lycée, c'était vraiment pas agréable et tout. Et là, quand je m'y suis remise il y a quelques mois, c'était quand même beaucoup plus agréable. Et quand t'es sur tablette ou sur ordinateur, c'est quand même peut-être plus simple que vraiment la liseuse avec les livres. Enfin, tu t'en finis pas. Voilà, je sais pas, je trouve que le manga s'y prête mieux Ouais. en ligne. Bah, effectivement, puis voilà, je sais pas, j'ai un exemple en tête, c'est que dans pas mal de mangas, il y a le principe de double page où tu as un dessin qui se met sur 2 pages en même temps. Et c'est vrai que des fois, quand tu as le manga papier, le fait que bah, soit coupé au milieu, ça fait que tu peux pas forcément admirer correctement la double page, alors qu'en ligne, bah, souvent elle apparaît entièrement comme ça, telle quelle. Ouais, c'est clair. Bon, c'est qu'un détail, mais du coup, oui, ça fait qu'il y a quand même certains petits avantages. Puis après, c'est effectivement au goût de chacun, comme tu dis. Il y en a qui sont plus à l'aise avec l'un ou l'autre. Après, oui, c'est vrai que, bah, par exemple, un truc tout con, mais c'est vrai que les livres papier, bah, t'as pas besoin de connexion, t'as pas besoin de. Voilà, si ton téléphone n'a plus de batterie ou si t'as pas de connexion internet, bah non, tu peux pas regarder ton Mm. truc, alors que le livre papier, il n'y a pas ce problème-là, quoi. Oui, moi, c'est un peu lié aussi à ça, où genre, quand je pète sur mon téléphone ou quand t'es dans un endroit où il n'y a pas de wifi ou de connexion ou autre, il y aura toujours un livre. Donc, c'est aussi le truc Enfin, c'est l'une aussi des raisons pourquoi j'aime autant lire, c'est je passe un peu moins de temps sur mon téléphone, un peu moins de temps sur les écrans, ce qui est pas mal en soi. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Ça m'a fait aussi, penser à un truc aussi, c'est aujourd'hui le fait que bah, les enfants ont plus tendance à grandir dans un environnement un peu plus numérique et tout, avec voilà, ces histoires on leur donne un portable de plus en plus tôt, on leur fait jouer à des jeux sur des tablettes ou ce genre de choses, même quand ils sont tout petits. Et il y avait c'est un peu je veux dire, cette légende urbaine, ou je sais pas comment dire, mais il y avait des enfants de cette génération-là qui, quand ils avaient un livre papier entre les mains, ils voulaient swiper. Et bah, évidemment, ça marche pas. Bah oui, en vrai, c'est un concept le livre. Faut réussir à comprendre qu'il y a un titre, il y a un sommaire, il y a des parties. Enfin, c'est un peu bête. C'est comme quand on était petit et qu'on nous apprenait à chercher dans le dictionnaire. Au final, bon bah, dictionnaire papier, on en a plus l'utilité. Et pourtant, on sait quand même chercher comment ça fonctionne, etc. Je pense que ouais, c'est quand même un apprentissage de comprendre le livre. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage parce que je pense qu'il y a quand même il y a une lenteur à lire qui est quand même assez intéressante à apprendre. Mais ouais, c'est vrai que j'ai quand même l'impression qu'en France, on aime tellement lire. Il y a quand même les enfants ont quand même vachement des livres entre les mains, j'espère. Mais oui, c'est vrai que ça fait un peu flipper de voir qu'ils savent même plus utiliser un livre. Ouais. Pour poursuivre, alors oula, question un peu assez particulière. On l'a rapidement abordé en intro. Le but de la littérature, pardon, c'est quoi pour toi? Waouh, ok, d'accord. Ah ouais, ok, donc t'as 4 heures devant toi, j'espère. On va rester, je veux dire, brièvement. Enfin, Ouais, tu ouais. peux un peu t'expliquer, mais Attends, tu m'as dit que c'était le but de la lecture, c'est ça? le but de De la la littérature littérature. au global. Ouais. Waouh, ok. Oh, euh, je pense que c'est vraiment différent pour tout le monde. Enfin, moi, c'est vraiment du hobby et c'est... Enfin, du hobby. Ouais, c'est de la déconnexion, c'est de pouvoir un peu s'échapper dans un autre univers ou que ce soit même autre, même si c'est pas forcément de l'imaginaire, mais un apprentissage par les pensées d'autres personnes. Enfin, tu vois, je voyais, j'ai pas les sources exactes, etc. Mais la fiction, en fait, fait que même si c'est pas toi qui vis la chose que tu lis, ton cerveau, pour lui, c'est comme si c'était une expérience de vie. Donc en fait, lire des romans qui parlent de rupture amoureuse, de deuil, même d'aventure, en fait, c'est ton cerveau, en fait, il va quand même emmagasiner ça. Et ça peut aussi permettre d'avoir plus d'empathie, plus de
de connexion avec les gens. Et je pense que la littérature, c'est un peu, c'est assez bizarre parce que du coup, t'écris, c'est quelque chose qui se fait quand même de façon assez solitaire. Tu le donnes après à lire, une autre activité qui est très très solitaire, mais en soi, c'est quand même pour que des idées passent et se transmettent de personne en personne. Donc je pense que c'est un peu le côté de transmission, d'apprentissage et de dire un peu ce que tu as à dire, mais quand tu sais pas trop parler à voix haute, de façon un peu orale ou de bien t'exprimer, c'est une bonne façon de le faire. Et puis il y a aussi un côté très symbolique. Une fois que c'est écrit, c'est vrai, c'est concret, on peut le toucher, etc. Enfin, quand on voit un peu tout ce qui peut se passer avec des livres qui sont bannis, qui sont brûlés, etc. Donc je pense qu'il y a quand même pas mal d'importance là-dedans. Donc si jamais je devrais conclure pour qu'est-ce que le but de la littérature, ce serait transmettre, je pense, et expérimenter pour ceux qui lisent. Ouais, je suis plutôt d'accord, effectivement. Puis moi, personnellement, je sais que ça m'a... Alors, il n'y a pas forcément d'histoires qui ont fait écho à ma vie, mais moi, c'est vrai que ça a beaucoup plus été le truc les histoires de fiction et tout, mais ça m'a inspiré aussi pour d'autres choses, dans ma vie. Il y a des projets qui sont un peu issus du fait que comme j'ai lu beaucoup de livres, ça m'a inspiré sur des choses, ça m'a donné des idées, des envies, etc. pour la suite. Donc voilà, ça fait un lien avec un truc dont on parlera un peu plus tard. Ok, d'accord. Mais ouais, je suis globalement assez d'accord avec ce que tu dis. Est-ce que, alors, plutôt en termes de littérature, c'est quoi tes types de littérature préférés? Ok. J'ai noté entre parenthèses, parce qu'après ça rentre dedans, pièces de théâtre, romans, poésie, en exemple. Ok. Sachant qu'il y a d'autres choses évidemment. Moi, je lis quand même principalement des romans et de la prose. Je lis très peu de pièces de théâtre, très peu de poésie. En fait, c'est juste que je comprends pas. J'ai essayé de lire de la poésie, mais vraiment, c'est vraiment pas mon truc. Et du coup, dans les romans, ce que j'apprécie vraiment, c'est vraiment les romans d'imaginaire et les romans d'aventure. Donc vraiment le côté sortir de la tête de ta vie un peu de tous les jours. Vraiment tout ce qui va parler de livres qui retranscrit la vie un peu réelle, très réaliste et un peu dur. La vie est déjà pas toujours simple, donc c'est vraiment ce vers quoi je vais me tourner. Et en plus de ça, donc tout ce qui va être roman de l'imaginaire, mais aussi des bons pavés quand même où vraiment je rentre dans une histoire, j'apprends à connaître des personnages, à connaître un monde, une autre réalité, etc. Même si là j'essaie de découvrir des romans plus courts parce que la vie est assez intense, donc quand même lire, mais par petites touches. Mais du coup, c'est plus des romans que je lis. Et des fois aussi, je me surprends à lire des trucs que je lis rarement, comme des thrillers et des romans polars. Mais c'est vraiment à la marge. Aussi, j'ai très vite peur, donc tout ce qui va être horreur et tout, j'aime pas trop. Donc voilà. Ok. Et bah ouais, moi je suis un peu pareil aussi, beaucoup, comme je disais, beaucoup plus trucs d'aventure, de fiction et tout. Parce que je parle, par exemple, les trucs, effectivement, comme je disais, des trucs plus réels et tout. Moi, je l'aborde sous d'autres supports, genre plus de la vidéo et tout. Oui, moi aussi. Plus regarder des vidéos quand on aborde ce genre de thématiques, enfin, ce genre de choses, quoi. Ouais, des documentaires, etc. Donc, ouais, plutôt comme ça. Ça, c'est marrant, parce que je savais pas trop comment l'aborder, cette question. Je me demandais un peu qu'est-ce que ça englobe qu'est-ce que ça englobe la littérature au sens large. Est-ce que par exemple pour toi tout ce qui est j'ai pris des exemples un peu au hasard, tout ce qui est par exemple manga, bande dessinée, journaux, magazines, est-ce que pour toi ça rentre dans la case littérature ou pas? Comment tu définis un peu la case littérature? Alors pour moi tout ce qui va être presse, c'est pas de la littérature en tant que telle. Ça peut être de la lecture, mais pour moi c'est pas de la littérature. Et par contre tout ce qui va être bande dessinée, roman graphique, manga et tout ce genre cette catégorie-là de livres, pour moi ça fait partie de la littérature. Et je pense que c'est plus par contradiction qu'autre chose. Du coup moi j'ai vraiment été, tout ce qui va être manga et bande dessinée, ça a vraiment été un gros ça m'a vraiment marqué pendant mon adolescence. Et forcément, du coup, quand on devait faire des dissertations en cours de français ou autre, il fallait qu'on prenne des exemples de littérature. Et automatiquement, dans ma petite tête, j'allais donner des exemples que je lisais et bien entendu des exemples plutôt
de manga et de bande dessinée, et on me disait à chaque fois, c'est pas de la littérature. Et après, je suis allée à la fac, il y avait quand même encore cette idée-là de la littérature quand même très élitiste, un petit peu au-dessus des classiques. Bon, moi qui sentais que je lisais de la SF et de la fantasy, c'était pas du tout bien vu, etc. Donc il y a vraiment tout ce truc où, pour moi, ça l'est, parce que ça reste une forme de lecture et de, c'est un médium qui retranscrit une histoire. D'accord, c'est imagé, etc. Mais clairement, il y a des choses qui ne peuvent que être imagées. Il y a des histoires qui sont bien mieux sous forme de manga, de BD, que sous forme de roman. Et puis je pense que c'est un peu on aime bien catégoriser en France. Enfin, on a la littérature pour la littérature blanche, la littérature SF. Et il y a quand même une hiérarchie entre tout ça. Donc non, pour moi, j'englobe vraiment tout ce qui va être, tout ce qui se trouve dans une librairie, en fait, peut-être mis à part la presse. Pour moi, ça reste, tout le reste, ça reste de la littérature. Ouais, je sais pas, je me suis jamais vraiment posé la question, mais je trouve que c'est assez cohérent ce que tu dis, effectivement. Ouais, par exemple, tu vois, si on compare, on est vraiment dans un, je pense que tu as peut-être dû le remarquer, mais on a beaucoup de livres de développement personnel. C'est plus facilement considéré comme de la littérature, alors qu'en soi, c'est sous forme de livre, ok, mais ça raconte pas spécialement d'histoire. Et pourtant, tu les trouves, enfin, ça reste quand même des livres de non-fiction. Je sais pas trop comment on peut appeler ça. Il y a moins de critiques qui lui sont faites, ou c'est plus facilement imbriqué dans la littérature, je trouve, que par exemple des bandes dessinées ou des mangas, vu qu'en plus c'est même pas français. Voilà. C'est marrant parce que ça me fait penser aussi un peu à ce qu'on disait un petit peu plus tôt sur le fait qu'il y a un peu ce côté un peu élitiste qui s'applique aussi par exemple. Moi, le premier exemple qui vient en tête, c'est le cinéma, de dire que y a une certaine classe qui va dire ça c'est du cinéma et par exemple un exemple tout con, mais les films de super-héros c'est pas du cinéma et du coup ça s'applique aussi un peu au livre et du coup un peu cette question là de savoir qu'est-ce qui est du cinéma, qu'est-ce qui est de la littérature, alors qu'en fait ça rentre dedans, mais effectivement chacun a, c'est juste qu'il y en a qui préfèrent certaines choses à d'autres et tout, qui ont tendance à ce qu'ils aiment pas, les catégoriser autre part, alors que puis ça fait partie du truc quoi. Oui, et puis il y a aussi les tendances qui évoluent, et quand, si on reprend par exemple la fantasy SF pour la littérature et les films de super-héros ou les films d'action en termes général pour le cinéma, il y a un peu ce truc, des tendances ont évolué. Je pense qu'il y a 20 ans, on n'aurait jamais pu prédire que les films de super-héros allaient devenir un empire comme ça l'est aujourd'hui. Pareil pour la SF et la fantasy. Maintenant, quand on voit à quel point il y a une demande de ça, et il y a beaucoup de gens qui en écrivent ou qui produisent ce genre de films. Après, bon, pour le cinéma, c'est pas forcément la même façon de faire. Mais pour les livres, je pense qu'il y a vraiment un peu ce truc de tendance où non, la vraie littérature, c'est ça va pas être des trucs d'aventure dans des mondes imaginaires, etc. Et c'est un peu dommage d'avoir vraiment ce côté très hiérarchique et très catégorisé. Et honnêtement, j'ai toujours eu un peu, je n'irai pas jusqu'à dire de la honte, mais toujours un petit peu de rétention, entre guillemets, où j'ai pas envie de dire que je lis de la SF ou de la fantasy, parce que bon, déjà je suis une fille, je suis une femme, et c'est pas forcément le genre qui est destiné pour cette catégorie de personnes-là, même si ça évolue un petit peu. Et voilà quoi, genre c'est toujours un peu le truc de tu lis des trucs de romans un peu imaginaires où genre c'est pas vrai, etc. Donc il y a quand même vachement ce truc de hiérarchie et de jugement surtout quoi. Ouais, ça fait penser à quand j'étais au lycée, on avait un prof de français qui était assez unique dans le sens où en fait t'as l'impression que en gros c'est comme si t'étais revenu je vais dire des bêtises, genre 200, 300 ans dans le passé, que t'avais pris un mec de cette époque-là, que tu l'avais ramené aujourd'hui. Et c'est un peu comme ça qu'on voyait ce prof-là, parce qu'il avait vraiment une façon d'aborder la littérature ou même la langue française de manière générale d'une manière très très démodée, on va dire. Du coup ça matchait pas en fait avec nous, parce que nous on était en mode non, on voit pas les choses comme ça, aujourd'hui notre époque elle marche pas comme ça et tout, et il avait une façon d'expliquer les choses, les thématiques, les œuvres qu'il abordait qui étaient vraiment ça matchait pas quoi en termes de temporalité, on va dire, et du coup la plupart des élèves ils avaient du mal à fonctionner avec lui quoi. Mais oui, je pense que encore plus quand t'es prof ou autrement, c'est un peu ce que aussi j'apprends du coup
en, en cours. Enfin, bon, après, la communication, c'est vraiment un travail où tu es vachement dans le présent et dans les tendances actuelles. Mais c'est un peu quelque chose qu'on nous dit. Faut aussi avoir un regard un peu neutre et accepter d'être objectif par rapport à certaines tendances et après faire son opinion. Mais c'est vrai que quand tu es prof et que tu n'acceptes pas un changement ou genre tout simplement les appétences de tes élèves par rapport à tel ou tel médium, tout ce qui est lié à la littérature, encore une fois, enfin, ça va juste pas marcher. Enfin, surtout avec des jeunes entre 15 et 17 ans. Nous, on avait aussi une prof qui était un peu pareille, qui était très... Enfin, pas démodée à ce point, mais qui a quand même une idée très claire de ce qu'était de la littérature bien ou pas bien. Enfin bon, pour de la SF et de la fantasy, mis à part Harry Potter, et encore c'était pour des enfants, nous, il fallait qu'on s'en détache, il fallait qu'on commence à lire des trucs, enfin des livres un peu plus élevés. Je mets des guillemets, vous ne voyez pas, mais j'ai mis des guillemets. Et c'est ça que c'est un peu dommage parce que je pense que, sincèrement, voilà, on peut arriver sur un autre sujet complètement, mais l'école... pardon, je remets le contexte. On disait on lisait un peu moins après pendant le lycée, etc., qu'on perd un peu ce goût pour la lecture-là, même après le lycée. Mais c'est aussi parce que les œuvres qu'on lit au lycée, c'est pas foufou, quoi. Je pense que pour faire aimer la littérature à des jeunes, bon, les classiques, c'est super, ça fait partie du patrimoine, ok, mais c'est pas forcément... on fait pas aimer la littérature avec des jeunes comme ça, donc faut pas non plus après se dire « Ah bah oui, mais du coup, ils aiment pas lire ». Non, c'est pas que ça, c'est juste qu'il n'y a pas d'intérêt fondamentalement pour ce qu'eux, ils aiment, quoi. Ouais. C'est dommage, Ça, je trouve. ça fait penser à justement le fait que des fois en cours de français au collège ou au lycée, le ou la prof demandait à lire certains livres et tout pour après l'étudier et tout. Et je n'ai pas non plus de souvenir exact, mais je me souvenais que ouais, effectivement, il y a sur toute la classe, tu as une portion qui lit pas entièrement ou lit que le début, et du coup, derrière ça, quand il s'agit d'expliquer, un peu perdu, puis ouais, tu te dis, le problème c'est que quand tu forces quelqu'un à lire un livre qui est pas forcément, qui lui plaît pas tout simplement et tout, derrière, c'est moins évident quand tu lui demandes quelque chose, qu'il en ressorte quelque chose, parce que lui, ça lui parle pas et t'as pas tendance à expliquer ce que lui, il a vécu. Parce que... Ouais, c'est clair. Et puis, il y a vraiment ce truc aussi de... bon, je pense que moi, j'aimais la littérature parce que j'arrivais toujours à trouver quelque chose dans les livres qu'on lisait en classe. Donc, c'était assez facile pour moi. Mais il y a un peu comme cette démarche-là des cours de français de disséquer un texte. Et je pense que pour des gens, c'est juste pas cohérent en fait de se dire ah oui, l'auteur a voulu dire si, enfin faire des commentaires de texte, c'est très compliqué pour certains élèves et du coup quand tu retranscris dans la vie, on va dire de tous les jours, dans ta vingtaine ou même après, en fait tu te rends bien compte que quand tu lis un livre, c'est l'histoire en tant que telle, c'est l'histoire dans sa globalité, c'est ce que ça te fait ressentir. Et il se peut que tu as une prose qui va te marquer. Enfin, moi, il y a des proses qui m'ont beaucoup marqué en SF. Par exemple, tu as Alain Damasio qui a écrit La Horde du Contrevent. Il a une prose qui est très, très spécifique. Et oui, en fait, là, tu peux te rendre compte, ah oui, en effet, les cours de français ont pu m'être utiles parce que je comprends ceci, cela. Mais globalement, c'est l'histoire en tant que telle et c'est ce que ça me fait ressentir. Et je pense que pour des jeunes qui, eux, n'ont pas cette fibre-là de « ok, je comprends la finalité du truc », ils vont juste être dégoûtés de la lecture et ils vont pas forcément réussir à retoucher un livre avant longtemps. Et c'est ça qui est quand même assez dommage. Mais bon, on a un peu peut-être dérivé du sujet initial. C'était vachement intéressant. C'est vrai que ça me fait penser aussi à des fois des mèmes sur Internet où tu as des personnes qui vont interpréter un texte, par exemple, en disant « Oh, l'auteur, il a voulu dire ceci, ça, c'est une métaphore de machin. » Et puis à côté, tu vois l'auteur qui est en mode de « Bah non, j'ai décrit ça comme ça, mais c'est genre juste littéral et il n'y a pas d'interprétation, c'est juste comme ça. » Bah ouais, c'est assez... ça me fait penser à... c'est un auteur de fantasy qui... expliquait... non, oui, de fantasy, oui. Qui expliquait simplement que déjà réussir à faire un livre, à écrire une histoire, à faire passer le message à quelqu'un, la plupart du temps, bon, sauf certains auteurs, hein, je dis pas, mais rien que ça déjà, faut y arriver. Donc tu vas potentiellement écrire de façon assez simple, juste pour faire passer ton message. Et je pense que, ouais, il y a un peu ce truc où, je sais pas, je pense que c'est peut-être aussi les études, etc., mais on aime trop suranalyser, etc., alors que, non, c'est
c'est certainement pas ça qu'il a voulu dire. On voit ça aussi beaucoup en poésie. On fait appel au sens, on fait appel aux sonorités. C'est juste pour nous faire ressentir des trucs. Le but, c'est ça, en fait. C'est comme je disais au tout début, la définition de la littérature, c'est juste de transmettre des émotions et des idées, mais pas plus. Et ouais, je pense que des fois, on extrapole un petit peu et du coup, on perd un peu la simplicité de l'activité qui est simplement lire pour se faire plaisir, quoi. Ouais, je suis assez d'accord. Donc, c'est vrai on a pas mal dérivé sur Oui, d'autres choses, mais pardon. c'est aussi un peu comme sur les épisodes précédents, c'est aussi un peu le but des fois. Faut Ok. pas hésiter à dériver, même si on dérive un peu du sujet initial, si ça permet d'illustrer certaines choses, il y a aucun souci. Pour poursuivre, est-ce qu'il y a des thématiques qui te tiennent à cœur, en particulier en littérature? Des thématiques. J'avoue que depuis que j'ai... Enfin, depuis longtemps, mais je pense depuis vraiment que j'ai une vingtaine d'années, j'ai quand même lu pas mal d'écrits féministes et consommé du contenu aussi en lien avec ça. Donc c'est vrai que maintenant, je fais quand même assez attention à comment sont représentées les femmes dans la littérature, et enfin, dans celle que je lis, bien sûr. Et c'est vrai que j'ai pu refermer un livre quand je me rends compte que on est vraiment que sur des clichés de la femme, que c'est que de l'objectification, etc. Et j'avoue que j'ai quand même un regard assez critique. Donc c'est pas vraiment une thématique, mais c'est plus des éléments auxquels je fais attention. Et il y a aussi un truc auquel j'ai beaucoup de mal, c'est si vraiment dans l'histoire il y a que des mecs, ça peut vraiment, enfin, ça peut un peu me saouler parce que c'est pas la vraie vie, même si d'accord on parle de l'imaginaire et à un moment donné, enfin voilà. Et après sinon des thématiques, euh, j'avoue que tout ce qui est vraiment un peu j'avais du mal à l'articuler, mais tout ce qui va se centraliser autour de un peu un microcosme, genre une ville avec plusieurs personnages et il va se passer des choses, et du coup on a un peu tout un concentré de thématiques à l'intérieur de ça, et pas forcément des grandes épopées, ça j'avoue je m'en fous un peu, mais ouais, des thématiques je vais avoir un peu de mal à t'en sortir. Mais quand même des gens qui un peu veulent trouver leur place, pas vraiment du roman, enfin le truc initiatique, genre un peu le truc classique comme on peut en voir en fantasy, mais ouais, un peu cette discussion de trouver sa place, etc. Ça j'aime bien, mais en gros non, quand même des histoires où il y a des meufs assez badass, ça j'avoue que je kiffe bien. Je sais pas si c'est une thématique. Ouais, si, ça rentre dedans, je trouve. Ouais. Ah, si, thématique aussi que j'aime bien. Tout ce qui va être un peu en lien avec plus ou moins l'écologie. Ça, je trouve ça très cool. J'ai lu un livre en début d'année, j'ai plus le titre, qui reprenait des éléments un peu enfin voilà, de l'écologie avec un peu de la SF science-fiction bizarre, enfin SF fantasy bizarre, c'était assez cool. Mais en gros, voilà, les personnages étaient eux-mêmes pouvaient eux-mêmes détruire leur terre, et c'est un peu ce que nous on est en train de faire à une autre échelle, et du coup c'était assez intéressant d'avoir ce dialogue-là pour illustrer le point de en fait on est en train de faire de la merde, etc. Enfin, j'explique pas ça forcément très très bien, mais bref, le thème de l'écologie c'est un truc qui me plaît aussi, et comment il peut être réutilisé dans la SF et la fantasy, c'est toujours assez intéressant parce que du coup tout est possible. Donc voilà. Ouais, c'est vrai que je veux dire que je fais moins attention à ce genre de thématiques, mais c'est vrai que aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup d'auteurs qui un peu écrivent en fonction de leur époque, dans le sens où ouais, ils vont avoir des thématiques qui vont les concerner, et puis ils vont essayer de les raconter à travers leurs livres. Alors soit ça peut être effectivement quelque chose de très ancré dans le réel, où ils parlent vraiment de situations vécues dans le réel, ou alors justement ça peut être voilà, des histoires fictives, mais ils vont aborder cette thématique, et des fois c'est un peu, je sais pas comment dire, ça peut se présenter un peu dans tous les médiums, mais le fait que tu racontes une histoire qui est très fictive, avec des clichés et tout, mais finalement ils abordent ce genre de thématique, mais qui est pas le truc principal, mais ils l'abordent quand même, et du coup ça parle un peu de manière indirecte aux gens, ou tu vois, ça peut te faire réfléchir en fonction de comment ils racontent les choses, quoi. Oui, et puis je pense que quand même la SF ou tout ce qui va être littérature de l'imaginaire, je pense que c'est un peu un bon moyen de parler de sujets assez durs,
qui se passe aujourd'hui, en fait. Ça peut être... on peut en parler sans en parler. Il y a plein de livres de fantasy qui parlent de racisme sans forcément le dire comme ça. Il y a plein de livres qui vont... encore une fois, de l'imaginaire qui vont reprendre des problèmes, plutôt dans la SF pour le coup, des problèmes un peu à la Black Mirror sur notre consommation des écrans, de consommation d'énergie, etc. Et ils vont les extrapoler. Donc c'est vrai que la fiction est toujours extrêmement forte par rapport à ça. Et c'est vrai que je pense que principalement la littérature de l'imaginaire, où comme je disais, tout est possible. Donc c'est vrai qu'il y a plein de thématiques qu'on peut voir sous un autre jour grâce à ça. Ok. Pour poursuivre, est-ce que tu as une période historique préférée en littérature? Waouh. Alors, waouh. Oui et non. Il y en a plein qui m'intéressent. Waouh. Sachant que, je peux préciser, mais ça peut être deux choses. Soit ça peut être des œuvres à travers l'histoire qui t'ont marqué, ou ça peut être des œuvres des œuvres par exemple, contemporaines, mais qui parlent d'une histoire. Ça peut marcher dans les deux sens, quoi. Ouais. En vrai, oui. Je pense que j'en ai pas. Juste si c'est bien écrit, je pense que j'aimerais. Non, j'avoue que j'ai quand même un petit point. Tout ce qui va toucher un peu à la Renaissance, etc., je trouve ça très chouette. Les livres qui se passent à cette période-là, dans le temps. Mais un truc aussi que j'aime beaucoup, je trouve ça hyper intéressant de se dire que, personnellement, j'ai une vision très, très européano-centrée. Du coup, pour moi, dans ma tête, c'est très clair. Il y a eu le Moyen-Âge, après la Renaissance. J'ai vraiment ces périodes-là sont très distinctes dans ma tête. Et j'aime bien lire des histoires, soit d'aventure ou fantasy ou autre, mais qui reprennent d'autres périodes, d'autres continents, où du coup il se passait autre chose, etc. Donc tout ce qui peut se passer genre en Asie, à l'époque médiévale, mais de leur côté, comment ça s'est passé. Il y a plein de trucs qui sont hyper intéressants à ce niveau-là. Et pour le coup, ça m'intéresse vachement. Donc j'ai pas forcément de période de prédilection, mais tout ce qui va un peu toucher à d'autres cultures, ça m'intéresse toujours vachement, si c'est dans le passé, même dans le présent en soi. Mais c'est toujours assez intéressant de se rendre compte un peu de... Nous, on est tellement... c'est tellement logique pour moi de réfléchir un peu au passé, à notre culture, etc. C'est toujours intéressant de dire, ah oui, pour eux, à cette époque-là, c'était ça, en fait, leur réalité, quoi. Ouais, là, c'est vrai que moi, je suis assez d'accord, effectivement. On a par défaut, on n'a pas forcément cette idée-là de s'intéresser à ce qui se passe ailleurs, sur d'autres périodes, d'autres époques. Ça me fait penser à... On s'éloigne un peu du sujet, mais en ce moment, je joue à un jeu vidéo qui s'appelle Age of Empires. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu vidéo donc, type ce qu'on appelle RTS, en gros, donc stratégie en temps réel. Et en gros, tu contrôles une civilisation et tu fais des... Alors, tu as soit des parties classiques, soit tu as la campagne. Et dans les campagnes, en gros, tu peux avoir une civilisation par exemple là dans le jeu c'est plutôt de période Moyen-Âge, on va dire fin Antiquité jusqu'à début Renaissance, et tu découvres des civilisations. Là, par exemple, dernièrement j'ai joué les Coumans, donc voilà, je sais pas si ça te parle, les Coumans. Non, du tout. Et en gros c'est un peuple qui vivait donc Moyen-Âge vers je sais plus quelle période, je crois que c'est à peu près en même temps que les Mongols, et eux ils étaient plus en ce qui serait aujourd'hui un peu entre la Russie, la Mongolie, tous les pays en ce temps, là, l'Ouzbékistan, etc. Asie centrale, quoi. Et voilà, puis ils étaient un peu coincés entre l'Europe de l'Ouest et les Mongols, et du coup quand les Mongols les ont attaqués, ils ont dû fuir vers l'Ouest où ils ont trouvé des alliés, ce genre de choses. Et c'est vrai que du coup ça m'a fait réfléchir en me disant, en fait ça me parlait pas du tout avant de découvrir le jeu, et là tu découvres un peu l'histoire de d'autres peuples, d'autres cultures, ce genre de choses, quoi. Ouais, c'est clair. Et puis c'est là où vraiment tu te dis, en fait, on a des références parce que c'est notre culture, etc. Mais du coup, c'est hyper intéressant de se dire que... des fois, tu vois, je lis des livres qui reprennent des mythologies, etc., que je connais, de notre culture, etc. Et des fois, des livres qui sont pas du tout dans ce délire-là de culture, d'imaginaire, ils reprennent juste leur folklore. Mais du coup, comme moi, j'y connais rien, ça me paraît vraiment être des trucs nouveaux. Et je me dis, ah non, mais en fait, pour eux, ça, c'est leur base. J'y connais rien. Il faut limite que je fasse des recherches Google pour comprendre des mots qui sont utilisés.
Et je trouve ça aussi hyper puissant avec la littérature de pouvoir, maintenant on peut vraiment, il y a tellement de choses qui sont traduites en français, on peut vraiment lire toutes sortes de littérature, etc. Et c'est vraiment super. Mais ouais, du coup, bref, j'ai rien d'autre à ajouter. On va passer à la suite, du coup. Est-ce que tu as des auteurs préférés, genre des auteurs qui t'ont marqué de par soit les thématiques qu'ils abordent, soit la façon dont ils écrivent, ou ce genre de choses? Ouais, donc du coup j'ai déjà cité Alain Damasio. J'ai pas aimé tous ses livres. Enfin, j'ai lu du coup La Horde du Contrevent. J'en ai commencé un autre qui s'appelle La Zone du Dehors, que j'ai pas du tout aimé, encore une fois, parce que la façon dont il illustrait les femmes, moi ça m'a vraiment déplu. Du coup j'ai lu 2 chapitres et j'ai ramé le livre. Mais pour le coup, La Horde du Contrevent, il y avait quand même vraiment une prise de risque sur la narration, où en fait c'est une horde qui doit remonter l'endroit dans lequel ils sont, sauf qu'il y a des vents qui sont très très forts, et du coup ça rend l'expédition très très compliquée. Donc on les suit dans cette expédition là, et on a dans chaque chapitre plusieurs narrations, donc plusieurs personnages qui parlent, et ils ont vraiment tous chacun leur voix, et c'est assez génial d'avoir vraiment chaque voix très très distincte, sachant que c'est une seule et même personne qui l'a écrit. Donc ça, j'avais vraiment beaucoup aimé. J'ai aussi adoré, donc ça c'est l'autrice, alors son famille c'est Dabos, je sais plus son prénom, mais elle a fait une tétralogie qui s'appelle La Passe Miroir, qui est très très connue. Ça me parle. Ouais, et elle arrive vraiment. Enfin, moi, c'est vraiment les livres où je me suis dit, ah, mais en fait, comme une série, je peux vraiment envie de savoir la suite. Et vraiment, j'arrivais pas à m'arrêter à lire ces livres. C'est vraiment l'une des premières fois où en fait, là, j'ai passé 3 heures, il est 2 heures du matin, j'ai pas vu le temps passer, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, très très agréable. Et là, on était vraiment sur une prose, pareil, moi, qui m'a énormément plu. Et aussi vraiment des personnages assez chouettes et très nuancés. C'était vraiment très cool. Et je crois que c'est vraiment les 2 seuls qui vont me venir en tête actuellement. Forcément, je vais sortir d'ici et je pensais à 15 000 autres auteurs, autrices. Évidemment. Souvent. Mais vraiment, c'est les 2 premiers qui me viennent. Et je pense qu'il y a aussi ce truc... quand on te parle beaucoup d'un auteur ou une autrice et tu te dis bon, ça c'est peut-être la hype, etc., et quand tu te rends compte, ah non, en fait, ok, je comprends pourquoi, c'est toujours assez agréable de savoir qu'ils existent. Je peux aussi penser par exemple à Terry Pratchett qui a fait Les Annales du Disque Monde, qui est aussi super. Ça, c'est la fantasy humoristique, qui est vraiment ouf. Enfin, c'est vraiment du petit pain, enfin c'est trop bon. Le livre est trop bien, les personnages sont très bons, pardon. Ouais, je pense que c'est peut-être les 3 auteurs auxquels je pense. C'est vraiment génial ce qu'ils font. Ça me fait penser à justement les Annales du Disque Monde. J'avais lu, alors le truc c'est assez particulier pour expliquer, il y a beaucoup de livres et oui. tu peux les lire, il n'y a pas un sens précis pour les lire, parce qu'en fait ça concerne le même monde, mais ça aborde plusieurs histoires dans le même monde. Oui, pardon, ça peut être d'expliquer. Je sais plus, je crois que c'est la librairie La Talente, à côté de la place Royale, où ils ont sur un mur affiché une affiche sur laquelle il y a tous les livres des Annales du Disque Monde mis, et t'as en gros l'ordre, les thématiques et tout. Tu vois que c'est un espèce de joyeux bordel, c'est assez marrant. Donc, ouais, c'est assez fou ce qu'il a réussi à faire, et c'est un peu le truc. Et du coup, j'ai demandé au libraire de La Talente, je voudrais quelque chose comme Terry Pratchett, mais qui n'est pas Terry Pratchett. Il m'a répondu, ça n'existe pas. Et je pense qu'il a vraiment réussi à faire quelque chose d'unique. Parce qu'en fait c'est tourner en ridicule des principes un peu de fantaisie et de folklore, mais dans un monde un peu d'aujourd'hui. Donc c'est vraiment très chouette, et en même temps vraiment, quand je disais la fantaisie peut des fois mettre en lumière des choses qui se passent dans notre monde, bah là c'est vraiment ça, mais en plus tu te marres, donc c'est un peu le meilleur des mondes, je trouve. Même si ça peut paraître un peu opaque au début comment y rentrer, faut juste en lire un, ne pas trop comprendre, et après quand on en lit plusieurs, on commence vraiment à rentrer dedans, et c'est vraiment très très drôle. Moi j'avais lu, attends, faut que je retrouve parce que j'ai plus le titre exactement.
Moi, je sais que c'était la série sur. Attends, je recherche. Merde. Sur la Euh, mort? non, Ah mince, celle-ci, c'est la le meilleure. huitième. Ah, le Oui. 8e sortilège? Donc c'était la trilogie La Huitième Couleur, Le Huitième Ah oui, Sortilège, La Huitième Fille. Alors je sais plus si j'avais lu les trois, mais j'en ai lu au moins deux des trois. ok. Et c'est assez marrant parce que c'est en gros un ami de collège à moi qui me les a prêtés Mm. et je les ai jamais rendus. Ah, C'est-à-dire qu'en ok. fait, ça fait des années que je garde des livres qui lui Classique. appartiennent à lui. Ça arrive Voilà, toujours comme ça. j'avais un peu dans le même style. On avait abordé, c'était la promesse de l'aube de Romain Gary en Oui, cours de français au ouais, collège. Et pareil, la prof nous les avait prêtés ouais. un exemplaire à chacun et j'ai oublié de le rendre et pareil, il est encore chez moi. Ça, c'est toujours quand Donc tu vas voilà. dans tes livres que tu te dis, mais d'où est-ce que ça sort? En fait, c'est un peu que t'as jamais rendu à la bibliothèque ou à un pote. C'est le genre de prêt à très très long terme. Ouais, effectivement, ça peut arriver moi, même si j'essaye au maximum d'éviter ça. Parce que, Oui, bien sûr, bien sûr. voilà. Pour continuer, on a intéressant parce qu'on peut faire un petit peu un lien avec ce dont tu as déjà parlé. Qu'est-ce que tu penses de la littérature étrangère? Comment tu vois un peu les choses? Alors, comment dire, un peu sous plusieurs aspects. Est-ce que déjà par exemple la littérature faite par des auteurs étrangers mais traduite en français, et aussi est-ce que ça t'arrive de lire dans d'autres langues? Est-ce que comment tu remarques une différence de style notable entre des auteurs français et des auteurs étrangers? Est-ce qu'il y a des cultures de d'autres continents qui résonnent différemment, on va dire un peu? C'est quoi un peu ton là-dessus? Ouais, carrément. Alors, enfin, moi, j'essaie de vraiment lire pas mal d'auteurs de différents pays. C'est quand même, principalement en français, hein, je lis quand même 90% des livres que je lis sont en français. Et on sent quand même qu'il y a une traduction. Enfin, on sent enfin, c'est pas du tout la même patte. Vraiment, on sent que quand quelqu'un a écrit quelque chose en français, on sent que il y a des références, il y a des choix de mots qui sont faits là, qui sont faits pour que ça marche. Même si les traducteurs font un super bon taf et on est très chanceux d'avoir autant de traducteurs. Parce qu'il y a d'autres pays, c'est pas le cas malheureusement. Donc quand même, on ressent ça. Pour tout ce qui est littérature, je lis quand même uniquement en anglais. J'ai pas d'assez bon niveau pour lire dans d'autres langues. Et c'est vrai que c'est assez marrant parce que là, en français, enfin la langue française vraiment en tant que langue, on a vraiment beaucoup beaucoup de mots. Donc on est vraiment très précis par rapport au choix du mot, j'ai l'impression, et aussi un peu par rapport aux sonorités. On aime beaucoup faire ça. Et en anglais, ils utilisent un peu moins de mots. Ils sont beaucoup plus économes. Ils ont des façons de dire, de répondre, ou des formulations qui vont être beaucoup plus courtes. Mais ça va vraiment être du coup sur les sons et l'accentuation que nous, on n'a pas en français. Donc c'est toujours assez marrant. J'ai vraiment l'impression que genre n'importe quel dialogue dans la langue anglaise, ça pourrait être un script de film, tu vois. Alors Ouais, je vois, ouais. en français, tu vois, tu dis non, mais on parlera jamais comme ça dans la vraie vie. Du coup, c'est assez marrant de voir un peu cette différence. Je lis quand même des livres assez modernes et contemporains en anglais. Je lis très peu de classiques en soi. Du coup, j'ai vraiment l'impression de me dire, mais c'est un script pour une série Netflix ou c'est vraiment un livre. Enfin, là, je suis en train de lire un livre actuellement et vraiment, des fois, je me dis, mais c'est trop bizarre. Enfin, nous, on n'aurait jamais écrit, même si on avait voulu avoir un côté assez marrant, assez piquant, on n'aurait jamais écrit ça comme ça. Et eux, là, enfin, vraiment, le livre que j'ai vraiment l'impression de lire des fois des discussions de jeunes adultes un peu bourrés et c'est assez marrant. Même quand j'ai lu des livres du Discount, donc on en a parlé juste avant, en anglais, il y a toujours un peu ce truc-là où genre, je verrais vraiment bien ça en film direct, alors qu'il n'y a pas du tout ce truc-là en français pour le coup. Et il y a aussi, et quand je lis des livres anglais traduits en français, j'ai aussi moins cette sensation. C'est vraiment quand je lis en langue originale. Ouais, je sais pas, j'ai l'impression aussi que quand ça se retranscrit un peu au cinéma, dans le sens où, par exemple, les films français, on va souvent attribuer un type, enfin, un format, un type très précis qui parle pas forcément toujours au grand public et tout, parce que c'est une façon assez particulière de raconter les choses, etc. Alors que, effectivement, souvent, les films plus grand public, ça va plus être des films. Je prends un classique, mais des films américains, on parlait des super-héros, des trucs comme ça,
où en fait ça va peut-être un peu plus parler aux gens, alors que les films français c'est souvent assez précis. Je me dis ça se retranscrit peut-être aussi en littérature, Oui, oui, c'est dans clair. le style quoi. Ouais, ouais. Et sinon, pour d'autres littératures, j'aime beaucoup la littérature japonaise. Pour le coup, je lis un peu moins de fantasy écrite par des Japonais, simplement parce que j'ai pas forcément cherché ni trouvé. Mais j'aime beaucoup leur style. C'est un style qui est assez... il y a un peu ce côté-là de le détail dans la vie quotidienne. Et du coup, c'est un peu le genre de livre que j'aime bien lire. Après que je me suis vraiment lu plusieurs pavés de fantaisie où ça part un peu dans tous les sens. Un peu de se recentrer sur le moment présent, etc. Et sur un truc assez... quotidien, quoi, du détail. Donc j'aime bien lire ça. J'aime beaucoup, j'ai lu quelques livres de littérature espagnole, pareil, j'ai bien aimé. Mais quand même, globalement, ça va être de la littérature anglophone ou française que je lis. Ou alors des écrivaines étrangers, mais qui vont écrire en langue anglaise quand même. Donc, ça reste quand même... on ressent quand même toujours la traduction avec une traduction assez similaire malgré tout. Comment ça fait penser à... est-ce qu'il y a des cultures, on va dire, qui te parlent plus, dans le sens où, on l'évoquait un peu rapidement, mais le fait que, comment dire, il y a... On avait cette vision très européen centrée, etc. Européano-centré, ouais. Européenne centrée. Et du coup, le fait que des fois, en fait, un peu, nous, on a toujours connu cette culture-là, mais on se sent pas forcément toujours à l'aise avec cette culture-là, parce que finalement, ça matche pas forcément avec nos idéaux, nos façons de penser, etc. Est-ce qu'il y a des exemples de culture littéraire et tout, qui résonnent un peu plus avec toi, avec ta façon d'être, de penser, ce genre de choses? Oui et non. C'est un peu horrible. À chaque fois, je te réponds vraiment en mode genre, hey, je sais pas, ça dépend. Non, C'est plus que c'est juste que c'est intéressant d'avoir un autre point de vue, en fait. C'est plus ça. Là, sincèrement, j'ai pas trop d'exemples qui me viennent en tête, mais c'est toujours... par exemple, il y a un peu ce truc, ils sont pas de littérature japonaise et aujourd'hui même de littérature anglaise, donc on peut même faire un lien. Ce sont tous les deux pour l'une une île, pour l'autre un archipel. Il n'y a pas du tout la même relation à l'eau, au voyage, etc. Que par exemple quand on lit un truc fait par un Français ou par des Italiens ou autres. Ou des Espagnols. Du coup, il y a un peu ce truc où quand même on ressent ça. Après, est-ce que moi j'ai plus de connexion par rapport à ça? Je sais pas. Bon, c'est un peu aussi en lien où j'adore vraiment beaucoup voyager et genre j'ai vraiment un goût pour découvrir les cultures d'autres pays, etc. Je trouve ça juste hyper intéressant. De là à dire que j'ai une connexion plus forte, j'irai pas jusque là, mais par contre oui, c'est vrai que c'est très intéressant, je trouve, d'un point de vue français, où on aime bien critiquer, on a un esprit très critique, on aime bien débattre, de voir d'autres cultures, comment eux ils gèrent ce problème-là, etc. Donc c'est plus dans cette sphère-là. Mais de là à dire que j'ai une connexion, je pense pas. Ok. Oui, effectivement, moi je sais pas. Pareil, je saurais pas trop dire, j'aurais pas donner d'exemple en tête, mais je suis assez d'accord avec le fait que s'ouvrir aux autres cultures, découvrir un peu comment les autres font, existent et tout. Donc, c'est vrai que c'est vachement intéressant. Ouais. Alors, on va un peu aborder un autre penchant de littérature. On a beaucoup parlé de lecture, de découvrir des choses et tout. Plutôt dans la partie, on va dire, production, écrire. Oui, okay. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui te parle, le fait d'écrire des choses, de raconter des choses toi-même? Ouais, moi j'aime vraiment beaucoup écrire. Là, j'écris plus trop depuis quelques temps, depuis peut-être 2 ans. Mais vraiment, quand j'étais très jeune, je pense que c'est assez logique en fait. Tu lis des trucs que tu trouves géniaux. Donc forcément, tu as un peu envie de mettre la main à la pâte. Et donc, ouais, c'est vrai que j'ai quand même pas mal écrit depuis que je suis assez jeune. Après, je pense que c'est un peu le cas de à peu près tout le monde. Je déteste donner des trucs à lire. Parce que genre j'ai juste trop peur que les gens trouvent ça nul, etc. Tu vois. Et je pense qu'il y a aussi un peu ce biais de... faut que ce soit parfait, tu vois. Il y a un peu ce truc de...
genre je vais être publiée, alors qu'en vrai pas du tout, c'est juste pour le fun et du coup bah tu mets le niveau très haut en mode il faut que ce soit absolument parfait, que ce soit genre le plus le mieux possible pour que les personnes te lisent, alors que concrètement tu vas te faire lire ça à tes proches, bah ils vont être techniquement relativement sympas parce que techniquement ils t'apprécient aussi, tu vois. Mais du coup, ça m'a un peu bloqué parce que je voulais absolument que ce soit genre parfait sur tous les points de vue, que ce soit genre qu'il n'y ait pas de faute, que ce soit cohérent, ce soit intéressant, etc. Et c'est vrai qu'au final, j'avais des phases où vraiment je me mettais un peu de pression par rapport à ça. Et après, du coup, j'ai un peu arrêté d'écrire, etc. Mais je pense que, enfin, il y a quand même des moments où, genre, là, j'ai vraiment une bonne période de lecture courant janvier, où vraiment je me suis dit, ah non, mais en fait, là, ça donne vraiment, enfin, ce que je lis, ça donne vraiment envie d'écrire. Enfin, il y a quand même matière à faire des trucs chouettes. Et dès que je me remets, en fait, je retrouve ce truc de penser de faut que ce soit parfait, etc. Donc, c'est un peu nul. Il y a un peu des biais qui se font tout seuls, etc. Mais donc j'ai juste écrit pour moi, entre guillemets, j'ai jamais réussi à vraiment le faire lire et en ce moment, genre, j'aurais pas de projet à présenter à quelqu'un. Et puis il y a aussi ce truc de... Il y a des gens qui écrivent des super choses à 20 ans. Je pense que quand même, quand t'es assez jeune, tu t'écris des trucs et tu te relis quelques temps après, tu vois, genre, pourquoi j'ai écrit ça parce qu'un peu une expérience où genre pas forcément... Enfin ça, il y a un peu de... Moi, j'ai vraiment lu des trucs où je me dis, ouais, c'était trop bien ce que j'ai écrit sur l'idée là. Non, c'était pas trop bien, c'était genre passable. Mais après, voilà, je pense que j'aimerais bien, juste que ce soit potentiellement un peu un hobby et que genre je me mette un peu moins de pression par rapport à ça. Mais j'ai aussi un peu fait la paix avec tout ça en mode, si je suis juste lectrice dans ma vie, ça me va aussi. J'ai pas forcément d'ambition que ça prenne une part importante dans ma vie, que ce soit un truc genre... ok, là je me mets à écrire, il faut qu'il y ait un truc qui se passe. Ok, ouais, Voilà. c'était la question suivante de savoir si tu avais Ok, d'accord. des projets littéraires, une ambition particulière. Non. Non. En plus, quand tu te renseignes un peu, genre c'est une galère innommable de... Enfin, il y a le côté extrêmement agréable et trop bien d'écrire des histoires. Ça, c'est chouette. Et encore, ça dépend. Et après, t'as toute la partie, on va dire, plus genre vraiment arriver à s'en publier. Non, mais ça, c'est un autre monde que j'ai pas vraiment envie d'entrer. Donc non, en vrai, je pense que ouais, j'aimerais bien continuer à avoir ce passe-temps, mais pas que ce soit un truc genre que ça amène à quelque chose, quoi. Ouais, bah, je suis un peu dans... Enfin, situation un peu similaire parce que du coup, je sais même plus si j'en ai parlé... Si, j'ai dû en parler dans les précédents épisodes, mais moi aussi, j'écris un livre. Cool. Pour résumer rapidement, c'est une histoire que j'ai commencé à imaginer quand j'étais au collège. Puis c'est une histoire de fiction et tout, qui mélange pas mal de trucs. Parce que ça reprend un principe de multivers, donc des univers différents, en effet. qui ont des thématiques différentes. En Complexe. gros, c'est des univers, fantasy, science-fiction, tout qui se rassemble en même temps. Donc, c'est pour ça que j'ai du mal à définir ce que j'écris parce que je parle vraiment de plein de thématiques et tout différentes. Mais en gros, là, ça fait 2-3 ans que j'ai commencé à m'y mettre sérieusement, à construire mon univers, à commencer à écrire mes histoires. Voilà, ça prend du temps parce que, comment dire, à la fois j'ai d'autres choses à côté, j'essaie d'être plus régulier, mais aussi il y a des moments où j'ai plus ou moins d'inspiration, j'arrive plus ou moins à écrire vite et tout. Mais après, c'est vrai que derrière, j'ai pas forcément d'ambition. J'ai envie de finir mon histoire, mais après, je me pose pas forcément encore la question de savoir si j'ai envie de publier, j'ai envie de partager. En fait, moi, c'est plus pour le kiff, c'est-à-dire que voilà, je prends du plaisir à écrire, à raconter cette histoire-là. Trop bien. Et puis après, derrière, c'est un peu de l'appréciation des autres, du public, de mon entourage. Si eux, ils aiment, et tant mieux. S'ils aiment pas, tant pis. Au moins, j'aurais pris plaisir à faire ça. Quelque chose, non, mais ça que c'est assez dur parce que c'est un peu... je trouve que c'est un peu un exercice où tu peux ne jamais avoir fini, en fait. Tu peux toujours te dire, ouais, je peux améliorer ci, je peux améliorer ça. Et c'est un peu le truc... moi, j'ai c'est un grand mot de dire pour l'écriture. J'avais réfléchi à une histoire. Et depuis, du coup, maintenant 5 ans, un peu plus. À chaque fois, j'ai dû faire mes 15 milliards de versions, je pense, parce qu'à chaque fois que je suis pas satisfaite. Et c'est un peu le truc de... au final...
genre l'histoire originale et celle auquel je réfléchis encore, c'est plus du tout les mêmes. Et c'est un peu le moment où genre, mais faut réussir à mettre un stop. Et j'avoue que, enfin, si tu y arrives, c'est chapeau parce que, enfin, pour moi, il y a un peu ce truc, tu peux toujours l'améliorer. Et c'est hyper dur de réussir à juste kiffer, à dire, ok, je suis mon petit plan, je fais ça et après, ce sera fini. Tu peux tellement t'éparpiller, comme tu dis, c'est tellement simple. Ouais. Bah justement, j'ai ma façon d'écrire aussi a évolué parce que comment dire, de manière générale, quand j'écris, enfin j'écris bien. Ça, enfin une de mes qualités. C'est beaucoup de gens me l'ont souligné, que ce soit dans mon parcours pro ou perso et tout. Les gens sont très, enfin mettent beaucoup de louanges dans ma façon d'écrire. Ils trouvent que j'écris bien, etc. Et du coup, bah ça, effectivement, j'ai un peu ce côté de j'aime bien quand c'est j'aime bien Ouais. écrire, j'aime bien quand c'est agréable, quand on a des belles phrases, des fois même quitte à complexifier les choses un peu pour rien, Oui, bah oui. mais j'aime ça et du coup ça s'est un peu retranscrit dans ma façon d'écrire mon histoire. Et en fait au début bah, c'était un peu avec ce fonctionnement là que j'avais en tête de bah, je veux que ce soit parfait dès le début, mais le problème c'est que Ouais. du coup ça prenait beaucoup de temps et des fois je passais littéralement plusieurs minutes ou dizaines de minutes sur un seul passage parce que c'était pas parfait et tout. Et finalement, en fait, j'ai évolué au fil du temps parce que je me suis dit, bah, si je garde cette méthode, ça va être infini et je vais pas réussir et tout. Donc c'est pour ça que j'ai changé de méthode là, depuis quelques mois. Où en gros, j'ai mon histoire, je sais le début, le milieu, la fin. Alors, j'ai pas tout dans les détails, mais j'ai globalement mon histoire en tête. Et c'est Ouais. en gros, je raconte mon histoire. Tant pis si c'est pas bien écrit, tant pis si je suis pas satisfait de la façon dont j'écris, mais au moins je raconte mon histoire. Entre guillemets, je la soumettrai un peu aux gens, voir comment eux bah, s'ils apprécient ou pas. Et puis après, derrière, dans tous les cas, quel que soit leur retour, bah, je ferai un peu une sorte de seconde écriture où là, peut-être j'affinerai certaines choses, je développerai certaines choses. Mais voilà, j'ai un peu évolué parce que je me suis dit que la première méthode, ça ne matchait pas. Bah c'est ça, il faut accepter qu'au début ça va être un peu moche, ça va pas forcément être top. Mais c'est un peu dur parce qu'en fait tous les livres qu'on lit, ils sont finis. Et du coup ils sont techniquement bien quoi. Enfin, ils ont été revus par un éditeur ou une éditrice, ils ont été relus des milliards de fois, etc. Enfin, c'est toujours assez intéressant de quand même se renseigner sur quelles étaient les premières versions de très très grands livres. Enfin, il y a des auteurs, ils faisaient plein de fautes parce qu'ils écrivaient trop vite et puis bah il y avait quelqu'un qui relisait derrière eux, tu vois. Mais c'est vrai que c'est dur du coup de dire ouais là ça va être la version un peu moche, tant pis. Faut aller un petit peu à contre-courant parce que oui, je pense qu'on aime tous écrire des chouettes trucs, mais en effet ça prend beaucoup de temps. Ouais, ça fait penser aussi un peu dans le même style, c'est pour les mangas aussi, les chara design, donc l'apparence des persos, où des fois tu pourras avoir sur certains mangas enfin, l'auteur ou l'éditeur qui va publier les premiers dessins originaux de certains personnages et tout. Donc par exemple, tu as des personnages super connus, genre je sais pas, Luffy de One Piece ou je sais plus, Tanjiro par exemple, de Demon Slayer, où en fait tu vois les premières versions des personnages qui ressemblent pas du tout à ça. Et du coup, tu as un peu ce côté de se dire, bah ouais, toi, pour toi, ce personnage il est identifié comme ressemblant à Ouais, ça et seulement à ça. Et le fait de voir que bah non, t'es passé par d'autres versions avant, c'est un peu perturbant, quoi. ouais, c'est cool d'avoir quand même le processus avant le projet abouti parce que ça remet quand même vachement de choses en perspective. Et en même temps, euh, quand c'est ton truc à toi, enfin, je pense qu'on est toujours plus dur avec soi-même qu'avec les autres. Euh, mais ouais, c'est ça, réussir à faire un peu la part des choses, quoi. C'est pas toujours simple. Ouais. Euh, Est-ce que, alors pour un peu poursuivre sur ce dont on a parlé un peu plus tôt, est-ce que, comment dire, dans ta vie, plutôt sur l'aspect professionnel, tu as envie que, comment dire, la littérature prenne une partie de ce que tu veux faire dans la vie? Alors pas forcément un truc vraiment ancré dans la littérature, comme je dis des conneries, bibliothécaire ou éditeur de livres ou je sais pas quoi, mais est-ce que tu as envie que ton métier, ta carrière professionnelle ait une part de littérature En fait, je sais pas. J'ai vraiment commencé à me poser la question parce que, en effet, vraiment, la littérature, ça prend quand même une place assez importante dans ma vie et dans mes discussions et dans ce que je consomme comme. Enfin, je lis des livres, mais genre, j'ai aussi énormément consommé de contenu sur les réseaux par rapport à ça pour avoir du coup des références, etc. Et du coup, j'ai vraiment fait des tests. J'ai fait un stage en maison d'édition que j'ai pas forcément apprécié parce que
c'est vraiment ce que je voulais faire. Enfin, vraiment, moi, c'est lire des livres que j'aime bien, pas être avant, dans le processus avant. Je me suis aussi posé la question par rapport à être libraire. Libraire, c'est quand même principalement de la vente. C'est pas non plus ce que je veux. Moi, je veux lire des livres. Et du coup, c'est un peu la question enfin, la problématique qui se pose, c'est est-ce que c'est pas simplement un hobby et vouloir forcément que ça impacte ma vie professionnelle, le fait que ça va pas me dégoûter de ce hobby-là, de cette passion-là, parce que là, actuellement, je suis en alternance dans une ressourcerie. Du coup, j'ai des problématiques liées à l'association dans laquelle je travaille. Donc, ça va être s'assurer que la communication dans la boutique de la ressourcerie se passe bien, que les actions qu'on fait soient bien communiquées, etc. Donc, c'est hyper intéressant. Mais quand je rentre à la maison, je peux prendre un livre et voilà, je peux vraiment faire une coupure par rapport à ça. Je vois bien quand j'ai fait des études où je devais lire des livres pour mes cours, j'arrivais pas à lire à côté parce que j'avais trop de trucs, c'était trop prégnant pour lire d'autres choses. Et du coup, c'est un peu la question que je me pose. Si jamais la littérature est dans mon train de vie professionnel, peut-être que j'aurais juste plus la force ni l'envie de lire dans ma vie perso, et ça reste quand même principalement ce que j'aime faire. Peut-être qu'il y a des gens qui sont encore plus passionnés et eux c'est vraiment ce qu'ils aiment faire, mais je pense que moi il faut vraiment que je fasse gaffe parce que je pense qu'on a tous un peu notre équilibre dans la vie avec le boulot, nos cercles sociaux, nos hobbies, etc. Et moi si j'ai pas ça, si j'ai pas ce petit moment où je peux vraiment m'ouvrir un peu la porte d'un livre et tout, je pense que ça peut un peu casser cette dynamique là. Donc en vrai, je suis pas contre. Genre si demain je travaille dans un milieu culturel où il y a beaucoup de littérature, je vais pas être fâchée. Enfin au contraire, c'est super. Enfin tu vois, genre faire un truc de festival littéraire, ce serait génialissime. Parce que du coup, j'ai vraiment envie de bosser dans tout ce qui va être culturel, la communication culturelle, ce serait vraiment top. Mais d'un autre côté, faire un truc complètement différent pour son boulot mais qui te plaît quand même et d'avoir ça comme refuge, passion, ça peut aussi être chouette. Voilà, une très longue réponse pour une question qui était relativement simple. Non, t'inquiète, c'est très intéressant. Je comprends effectivement Ouais. ce que tu dis. C'est vrai que moi j'ai un peu, comment dire, enfin ma façon de voir les choses, c'est que par exemple là en ce moment je travaille pas, j'ai pas de projet professionnel précis en tête parce que justement je suis un peu touche à tout, je fais plein de trucs en même temps, plein de projets différents dans tous les sens, et du coup moi c'est un peu ça ma façon de fonctionner, c'est que j'aime bien toucher à tout, et du coup j'aurais besoin moi par exemple d'un métier qui me permet d'aborder plein de trucs différents. Par exemple, mon métier en ce moment, quand je le fais, c'est animateur. Et du coup, quand tu es animateur auprès d'un public, principalement enfant ou ado, justement, tu peux aborder plein de thématiques, plein de trucs comme ça. Donc, c'est pour ça que c'est un genre de métier qui me parle. Mais c'est vrai que j'aurais tendance à un peu toucher à tout. Et justement, que ça fasse un peu du coup, ça ferait du lien entre mon perso et mon pro, d'avoir un peu. Dans le perso, j'aime bien toucher à tout, et dans le pro, j'aime bien toucher à tout et tout, et finalement, c'est comme ça que j'aime bien fonctionner, moi. En vrai, maintenant que tu le dis, dans la ressourcerie du coup, qui s'appelle la boîte à récup, si vous voulez passer, venez. Il y a un rayon livre et c'est vrai que c'est une toute petite touche parce que j'y passe 1 à 2 jours par semaine, grand maximum. Du coup, on va avoir des nouvelles, des nouveaux arrivages de livres, etc. Et c'est toujours un peu le Noël, quoi. J'aime bien quand même regarder ce qu'il y a, etc. Du coup, je découvre aussi des nouveaux livres, etc. Donc c'est chouette. Mais ça empiète pas trop sur vraiment le côté passion, comme je disais tout à l'heure. Mais j'ai quand même une petite touche de littérature quand même dans mon quotidien qui est quand même très très cool. Par contre, je suis quand même sur le fait d'avoir un boulot qui touche un peu à tout, dont aussi un peu des trucs que t'aimes. C'est vrai que c'est pour ça que je me vois quand même bosser un peu comme dans la culture où il y a quand même même si la littérature n'est pas présente, il y a quand même une forme d'art plus ou moins, ou genre une forme d'expression quand même qui est là, pas forcément la littérature. Voilà, si je peux plus préciser ma réponse. Ok, je vois un peu ce dont tu parles. On va arriver petit à petit à la fin de notre émission. Oui, ça fait déjà presque 1h20, j'ai l'impression. Attends, je sais plus. Je suis très bavarde. Ouais, presque 1h15. Mais non, mais on est dans la moyenne des émissions, donc c'est bien en vrai. Du coup, avant qu'on termine, j'ai une petite question un peu bonus. Okay. C'est quoi ton avis sur les prix littéraires
J'ai mis entre parenthèses prix très connu, prix Nobel de littérature, le prix Goncourt aussi. C'est quoi ton avis là-dessus? Alors, moi j'avoue que je suis pas du tout dans ces trucs-là parce que enfin, les prix concours, il y a jamais de enfin, jamais les livres que je lis moi. Je vais très rarement en librairie parce que du coup j'ai quand même beaucoup en bibliothèque parce que j'ai pas d'argent pour acheter beaucoup de Mhm. livres. Et non, en vrai, moi enfin c'est pas que j'ai pas d'avis, mais je suis un peu indifférente par rapport à ça. J'avoue que j'ai vraiment du mal à comprendre les gens qui achètent parce que c'est un prix concours. Je pense que c'est parce que comme j'aime les livres en général, je vais me renseigner sur ce que moi j'aime, je sais ce que j'aime, je sais ce que j'aime pas. J'ai jamais lu un prix concours de ma vie, je pense, voilà. Par contre, je vais être beaucoup plus, enfin ça va beaucoup plus m'intéresser le prix Hugo par exemple, qui est un prix pour la littérature de l'imaginaire qui est hyper intéressant. Tout ce qui, si jamais il y a des petits scandales, il y a eu des scandales pour l'année dernière parce que ça se passait en Chine et censure et compagnie, c'était, enfin voilà, c'est quand même assez intéressant parce que la SF prend de plus en plus de place, enfin de littérature de l'imaginaire en général. Après, non, les prix en soi, on va dire assez connus français, vraiment ça ne m'atteint pas du tout. Je trouve que c'est quand même vachement du business, vachement de la communication pour avoir en plus un peu vu ça en cours. Voilà, je pense que c'est pas forcément un gage de qualité. Non, ouais, je m'en fous. Ouais, je m'en fous un peu. Tu vois, en préparant l'émission, j'ai regardé un peu et alors j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais par exemple, il disait que le prix Goncourt, c'était de loin parmi les prix français celui qui donnait le plus de notoriété au Ouais, ça livre m'étonne pas. qui était désigné. Je crois que c'était un truc du genre, ça multiplie par je sais plus combien les ventes et ça permet en moyenne, il a plusieurs centaines de milliers d'exemplaires qui sont vendus. Ah oui, c'est fou, hein, Et en c'est fou. termes de. Et ça aussi, ça c'était assez marrant de se dire qu'il disait qu'en gros, je crois sur les 10 prix français les plus populaires, tu avais seulement les 3 ou 4 premiers qui, comment dire, qui financièrement te permettaient vraiment de booster Ouais. significativement les ventes, mais que le reste, pas trop, effectivement. Mais du coup, c'était assez intéressant à aborder ça, quoi. Ouais, c'est clair. Bah, il y a une vidéo qui est assez cool sur YouTube, je sais plus le titre forcément, parce que sinon ce serait pas drôle, qui reprenait un peu vraiment qu'est-ce que c'est que les prix littéraires et aussi les prix autres, bon, le prix féminin, etc. Donc qui ont tous voulu un petit peu concourir au concours. Et vraiment, en fait, c'est quand même vachement de l'entre-soi. Enfin, je pense que si nous, un jour, on publie un livre, on n'a aucune chance. Enfin, c'est quand même les gens dans les petits papiers. Et c'est vrai que si tu lis pas ce genre de littérature-là, tu vas pas forcément être amené à fréquenter, enfin à voir beaucoup de prix Goncourt. Enfin, moi, clairement, je peux pas te donner le titre des prix Goncourt ou des prix féminins ou autres. Enfin, voilà, c'est à ce point-là auquel je ne m'y intéresse pas, quoi. Oui, bah, moi non plus. Euh, Du coup, est-ce qu'il y a, pour finir, est-ce que tu as un sujet, un truc qu'on a oublié éventuellement d'aborder ou je sais pas si tu as des recommandations, des trucs à partager, c'est un peu l'occasion là, Des cette fin d'émission. recommandations. Alors, des recommandations. Alors, attends, je dû les écrire. Euh, c'est. Il y en a un qui s'appelle La danse des lutins. Je crois que c'est Catherine Dufour, l'autrice. Et c'est de la fantaisie politique humoristique. C'est vraiment très très drôle, mais c'est un peu. Faut quand même un peu s'accrocher. Mais c'est genre 200 pages, donc c'est assez court. C'est vraiment très très chouette. Et t'as aussi Les Lames du Cardinal. Je sais plus le nom de l'auteur aussi qui est très cool. Bon, un seul mot, il y a des dragons, donc vraiment foncé, c'est top. Ça se passe aussi pendant plus. C'est un peu un roman de KPDP. Donc ça passe aussi en France. C'est vraiment très cool. Euh, et non, c'est à peu près tout. Après, j'ai lu. Enfin, il y a un autre livre qui est. Ça, c'est plus de l'absurde. C'était trop bizarre, en même temps, c'était trop génial. Ça explore le concept de Dieu. Donc ça s'appelle La bibliothèque du Mont Char. Char. Je sais plus qui est l'auteur non plus. Et pareil, c'est vraiment très très c'est drôle et à la fois absurde. Donc vraiment ça c'était un peu ma littérature de l'année dernière que j'ai adoré. Et puis sinon en termes de thématique, non là ça va être le printemps donc il y a plein de livres qui vont sortir aussi qui vont être chouettes. Donc il faut lire beaucoup. Et voilà. Ok, très bien. Et bah, on arrive sur la fin. Est-ce que tu as un petit mot de la fin
Un petit mot de la fin. Alors là, forcément, page blanche. Non, merci beaucoup pour ce podcast, c'était très intéressant. J'ai pu parler de choses que j'adore, donc c'était très cool. Merci beaucoup. Ouais, bah pas de souci, c'est un peu le but finalement. Donc je suis content, à partir du moment où l'invité a voilà, prend du plaisir à raconter un peu sa vie liée à la thématique en question, bah c'est un peu le but du truc. Donc c'est très cool que. Top. Voilà. Et bah sur ce, nous arrivons donc à la fin de ce 5e épisode de Retour d'XP. J'espère que vous avez apprécié cet épisode et que vous continuerez d'apprécier les suivants. Merci beaucoup à toi, Anna, d'être venue. Merci à toi. Voilà, j'étais ravi de faire cet épisode avec toi. Et puis, quant à nous, chères auditrices, chers auditeurs, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode accompagné d'un ou d'une nouvelle invitée. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente journée, nuit ou soirée, quelle que soit l'heure ou l'endroit d'où vous nous écoutez. Et on se dit à la prochaine. Ciao!